Chico TV Sénégal, une télé pour tous. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont voulu s'associer à la célébration de mon 7e anniversaire. Et je remercie Dieu de m'avoir donné la possibilité de vivre jusque maintenant en ayant gardé la plupart de mes facultés. Évidemment, je suis diminué physiquement, mais Dieu merci, je n'ai pas de maladie grave. Je suis dialysé. En dehors de cela, je suis en bonne santé. Et je remercie aussi tous ceux qui ont voulu s'associer à la célébration de cet anniversaire, aux chefs d'État africains, bien sûr, qui ont voulu le faire. Et j'exprime ma profonde gratitude à ceux qui ont contribué à faire de cet événement ce qu'il est. Je suis en bonne santé spirituellement, intellectuellement et physiquement. Je suis né à Dakar le 20 mars 1921 dans une maternité qui se trouvait à la rue de Blanchot. À l'époque, c'était la rue Blanchot. Et cette maternité avait été créée par une dame française qui avait perdu son mari à la guerre et qui avait voulu aider les gens les femmes qui donnaient la vie au Sénégal. Mais j'ai grandi à Louga. Louga se trouve à 200 km au nord de Dakar. C'était une ville qui se trouvait sur la ligne du chemin de fer. Mais un centre assez important, c'était la capitale Ndiambour, on appelait le Ndiambour. Et mon père était venu s'installer là avec les gens de son village. Nous sommes originaires du Valo. Mon père est né à Ndialakhar. Ma mère, Ndialakhar, se trouve à 15 km de Saint-Louis. Ma mère est née à Saint-Louis, mais sa mère était originaire de Ngaï, du village de Ngaï, qui se trouve à côté de Mengenboui. J'aurais pu évidemment rappeler l'histoire de Ngaï, parce que Ngaï a une histoire. C'était des marabouts, des gens donc qui cultivaient la terre, d'abord en période d'hivernage, ils cultivaient les djéris, en période de saison sèche, le Wallo. Louga était un centre assez important parce que le commerce florissant au Sénégal était le commerce des arachides. Or, les arachides étaient cultivés d'abord dans le nord du Sénégal et achetés par les Européens à Ndialakhar, qui était donc un centre assez important, et transportés à Saint-Louis, exportés en Europe. Durant une grande partie, durant le XVIIIe et le XIXe siècle, surtout le début du XIXe siècle. Mais quand le chemin de fer a été inauguré en 1885, le chemin de fer Dakar-Saint-Louis, le centre d'exportation des arachides s'est déplacé de Saint-Louis, où ne pouvaient accéder que les bateaux à voile, vers Dakar, qui était devenu un centre assez important, où les armateurs pouvaient stocker du charbon qui alimentait les bateaux. C'était des bateaux à vapeur maintenant. Et donc la population de Ndialakhar s'est dépeuplée et la population de Ndialakhar, en grande partie, s'est installée
le long de la ligne de chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Je vous ai dit inauguré en 1885. Mon père donc a suivi le mouvement et s'est installé à Louga. J'ai donc grandi à Louga. Et dans ma jeunesse, j'ai connu évidemment des périodes assez difficiles. Dans la famille, d'abord, régnait une grande harmonie. Je vivais avec mes cousins, les enfants des sœurs de mon père, avec également mes nièces, les enfants de la fille de mon père, de la fille de mon père, qui avait élevé mais qui n'était pas sa fille. Mon père a eu 3 enfants. Nous étions 3. J'étais l'aîné. Et dans cette famille, on nous a élevés avec le sens de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis d'abord de notre propre famille, responsabilité vis-à-vis des gens qui vivaient autour de nous et responsabilité vis-à-vis de la famille plus élargie, la famille sénégalaise et la famille africaine. J'ai été à l'école à l'âge de 5 ans. Mon père a voulu que je reçoive une bonne éducation religieuse d'abord. À l'âge de 5 ans, j'ai été à l'école coranique et mon entrée à l'école française a été un accident presque parce que mon père voulait que je fasse des études en Mauritanie après avoir franchi les étapes à Louga. Et c'est Blaise Diagne, député du Sénégal, qui, en 1928, quand est venu à Louga, m'a vu, a demandé à mon père si j'étais à l'école. Mon père dit non. Blaise a insisté longuement pour que mon père m'envoie à l'école française en disant il pourra faire le baccalauréat, il sera un fonctionnaire, etc. Et donc, j'ai connu à Louga, évidemment, toutes les calamités que connaissaient les sociétés africaines du Sahel de l'époque, les maladies, la peste, le choléra, etc. J'ai connu aussi, c'est là où je me suis noué d'amitié avec un de mes cousins qui était élevé par mon père et un ami également qui venait de Saint-Louis. Nous avions à peu près le même âge. Nous avons fait l'école coranique ensemble, ensuite l'école française. À l'école française, on nous apprenait peut-être plus de choses qu'on apprend à l'heure actuelle les élèves au niveau de l'enseignement primaire. Nous étions déjà mûrs, on y entré très tard. J'avais 9 ans quand j'ai commencé mes études, 9-10 ans quand j'ai commencé mes études françaises. Mon père voulait que je fasse, après le lycée, il y avait 2 lycées dans toute l'Afrique, aussi 2 lycées dans toute les colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Les lycées se trouvaient l'un à Saint-Louis, c'est le plus ancien des lycées fédéraux, et l'autre, le lycée Van-Vollenhoven à Dakar. J'ai donc, après mon certificat d'études obtenu à l'âge de 14 ans et près de 15 ans, mon père n'a pas voulu que je fasse des études primaires et supérieures. Il m'a amené au lycée de Saint-Louis. Malheureusement, on n'a pas accepté parce qu'on considérait que j'avais dépassé l'âge d'entrer en 6e. J'avais plus de 14 ans. On n'admettait pas les enfants qui avaient plus de 14 ans. J'ai quitté donc Louga et je me suis inscrit au cours commercial de Dakar qui était organisé par la Chambre de commerce de Dakar. J'ai fait là-bas 2 ans. Ensuite, un concours d'admission commis dans l'administration. J'ai été major de ma promotion. J'ai travaillé donc à Dakar. Mais je travaillais donc à la délégation à la circonscription de Dakar, qui était une sorte de district fédéral de l'Afrique occidentale française.
Là, j'ai fait du scoutisme qui m'a marqué, scoutisme laïque. Je suis devenu d'ailleurs chef de clan, Madame Abdelkader, qui était un officier de l'armée française depuis pendant 200 ans. Ensuite, j'ai suivi les cours de l'aviation populaire à Dakar. Ce qui m'a amené pendant la guerre à m'engager, à demander d'abord, j'ai été admis dans une école de l'armée de l'air qui se trouvait en France, à Saint-Malo, l'école de radiotélégraphie de l'armée de l'air. J'ai donc souscrit un engagement volontaire pour la durée de la guerre. J'avais 19 ans quand je suis arrivé à Saint-Malo pour la première fois en France. Et puis, peu de temps après, au mois de mai, c'est l'offensive allemande dans les Ardennes. Et j'ai vécu les péripéties de la guerre. J'ai été, mon unité, l'école de radiotélégraphie de l'armée de l'air a cessé les cours techniques pour faire de l'entraînement militaire d'infanterie. Le 13 mai, Paris déclaré ville ouverte. Les Allemands ont percé le front français. 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. 15 juin, nous quittons Saint-Malo. Et le lendemain, 16 juin, je suis tombé sur une colonne allemande et et nous avons pu nous échapper. Les deux sergents français et moi qui étions dans une voiture qui était chargée de coordonner le déplacement de l'école. Je suis resté donc en zone occupée, aidé par des familles françaises et franco-belges. J'ai réussi donc, après avoir vécu pendant plus d'1 mois en territoire occupé, à gagner la France non occupée, à rentrer au Sénégal et repris mon travail à la circonscription de Dakar et des dépendances dans les services économiques. Je m'occupais du ravitaillement des populations, etc. Le 8 novembre 1943, les Américains ont débarqué en Afrique du Nord et le Sénégal est rentré dans la guerre de nouveau. Et j'ai été rappelé le 15 janvier plutôt, 1943 dans l'armée. Les Américains avaient débarqué le 8 novembre 1942. J'ai donc rejoint mon poste à Thiès dans l'armée de l'air. J'ai été nommé caporal, toujours par concours. Et j'ai fait un concours d'entrée dans une école de l'armée de l'air qui se trouvait au Maroc. J'ai été reçu 3e. Il n'y avait que des Français avec moi. J'étais le seul Africain du sud du Sahara. Après, j'ai fait des études, donc j'ai été titulaire du brevet. J'ai été d'abord major de ma promotion, le seul Africain noir, major de ma promotion, titulaire du brevet supérieur de mécanicien électricien de l'armée de l'air, affecté d'abord au centre de chasse à Meknès, puis en escadrille, et j'ai terminé la guerre en France. Et je suis resté en France pour continuer des études. D'abord, j'ai commencé à entrer dans une école préparatoire à l'école Breguet à Paris.
pour être en classe préparatoire, d'où on pouvait aller soit reçu comme élève ingénieur, soit comme élève technicien supérieur. Mais après 1 an dans cette école, j'ai décidé de préparer le baccalauréat au lycée qui se trouvait un lycée qui se trouvait au 20e arrondissement de Paris. On avait organisé des cours pour les anciens militaires et victimes de la guerre. J'ai changé d'orientation pour des raisons politiques. J'ai pris en effet conscience vraiment de ce qu'était le système colonial qui était fait en France. Et je me suis dit, pourquoi ne pas combattre pour obtenir l'indépendance de nos pays d'Afrique et utiliser nos ressources pour nous-mêmes au lieu que ces ressources servent la colonisation. J'ai changé d'orientation et après avoir obtenu mon baccalauréat à Paris, les 2 parties du baccalauréat à Paris, je me suis inscrit à la Sorbonne et je suis devenu professeur. Et ça commence maintenant ma vie professionnelle nouvelle. Je n'avais pas de bourse, mais j'ai eu ma bourse quand même après avoir obtenu mon premier certificat de licence, qui était le certificat d'histoire moderne et contemporaine. Et j'avais un engagement décennal, c'est-à-dire que je devais servir l'État pendant 10 ans. Donc, après avoir obtenu ma licence et fait également les examens complémentaires qui me permettaient d'être recruté comme professeur, j'ai été recruté comme professeur en France et j'ai décidé de rentrer en Afrique. J'ai demandé donc un poste en Afrique. On a voulu m'envoyer au Cameroun, j'ai dit non parce que je préparais un doctorat de géographie sur la mise en valeur de la vallée du Sénégal. Et j'ai demandé donc qu'on m'envoie au Sénégal. Mais les Français n'ont pas, le gouvernement a estimé ne pas devoir m'envoyer au Sénégal. On m'a envoyé en Mauritanie et sur les bords du fleuve Sénégal. J'ai commencé donc ma carrière professionnelle en Mauritanie avec mes élèves mauritaniens. J'ai gardé un très bon souvenir de ce passage. Après 2 ans, on est venu me chercher pour créer l'éducation de base au Sénégal parce que j'étais le seul professeur africain à l'époque. Et ce seul professeur africain qui parlait donc la langue du pays. Et l'éducation doit supposer de vivre dans les villages et de faire, donc d'apprendre aux populations le français dans des cours d'alphabétisation, mais surtout de leur apprendre à améliorer les conditions de travail, l'agriculture, l'élevage. J'apprenais des méthodes nouvelles aux populations dans les villages avec du matériel audiovisuel. Oui, on utilisait déjà à l'époque les pédiascopes, le cinéma, etc. Et j'ai fait cela pendant quelques années. Et sous la loi cadre, je me suis engagé en politique avec des camarades avec lesquels j'étais en France. Je veux dire que quand on était étudiant, on avait créé un groupe, on avait organisé un groupe pour faire notre éducation politique surtout, parce que nous considérions que nous devrions lutter pour l'indépendance de nos pays et pour le faire, il fallait préparer la jeunesse étudiante, non pas seulement à faire des études dans les domaines qu'ils avaient choisis, mais à se former politiquement sans participer à la vie politique française. Donc, nous avons dit nous excluons toute adhésion à des partis politiques métropolitains et nous devrions fonder des partis politiques africains. Et nous avons donc, quand nous sommes rentrés en Afrique, nous sommes retrouvés un groupe
qui avait commencé sa formation politique en France, nous nous sommes retrouvés en Afrique et nous avons décidé de nous engager en politique en 1957. En 1957, oui, en 1957. Et puis il y a eu la loi cadre. J'ai été nommé ministre de l'Éducation 1957-1958. Mais après avoir fait l'éducation de base, je dirais maintenant l'éducation de base m'avait permis quand même de vivre dans les profondeurs du Sénégal, de faire des recherches importantes sur les villages, une recherche qui a abouti à la création, à la publication plutôt de monographies sur les villages, et ces monographies ont été publiées et sont disponibles d'ailleurs aux archives du Sénégal et à Saint-Louis. Oui, mon engagement militant, je vous ai dit, a commencé quand j'étais étudiant. J'ai été président d'ailleurs de l'Association des étudiants africains de Paris pendant 2 ans. Et je vous ai dit comment, étant président de l'Association des étudiants africains de Paris, avant même de l'être, étant étudiant, simple étudiant, mais étant également président de l'association, on a donné une formation politique aux étudiants pour qu'ils soient conscients des responsabilités qui leur incombent dans leur pays, mais dans l'Afrique. Nous étions des Africains et nous vivions en Afrique. Nous n'avons pas oublié, je voudrais le rappeler, nous n'avons jamais oublié notre origine africaine et nous avons toujours considéré que tout en respectant les autres et en coopérant le mieux possible avec eux, nous devions également œuvrer pour notre pays et que nous avions la chance de faire des études supérieures et que donc nous étions, si vous voulez, nous devions constituer l'avant-garde, ceux qui lutteraient pour l'indépendance de l'Afrique. Et donc, quand je suis venu, je vous ai dit comment je me suis engagé en politique. Nous avons adhéré au parti. Nous nous sommes retrouvés, nous avons adhéré au parti de Senghor au Sénégal parce que Senghor était suivi par les masses africaines et surtout les paysans. Nous considérions en effet que le Sénégal avait quelques petites villes, mais même les gens qui vivaient dans les petites villes étaient des paysans, faisaient de l'agriculture. Mon père avait des champs, nous cultivions la terre, et après j'ai appris tout ce que doit savoir un paysan sénégalais du point de vue de la technique de culture, d'élevage, etc. Nous avions des animaux également. Et j'ai vécu donc pleinement dans la société africaine. Et quand je suis revenu de mes études de France, mon père avait hésité d'ailleurs pour que j'aille en France, parce qu'il considérait que les Africains qui venaient en France risquaient de perdre leur africanité. Je lui ai dit, pour le convaincre, je lui ai dit, papa, ceux qui sont perdus, comme vous dites, quand ils vont en Europe, c'est parce qu'ils étaient perdus avant d'y aller. Mon père m'a laissé partir, mais il me disait toujours, mon fils, n'oublie jamais ce que tu es. C'est donc, quand nous nous sommes engagés en politique également, nous étions proches des populations. L'éducation de base m'a permis de me ressourcer dans la société paysanne du Sénégal parce que les villages où j'allais étaient des villages habités par des paysans et je vivais avec eux pendant 3 mois dans chaque 3 ou 4 mois et je revenais dans les villages après parce qu'après avoir fait l'éducation de base dans les villages, je revenais pour voir si les populations respectaient, suivaient en tout cas les enseignements qu'on leur avait donnés en ce qui concerne l'amélioration de la production agricole, la modernisation, l'utilisation des engrais chimiques, etc. Et donc, mon engagement pour l'Afrique a été un engagement décidé après la guerre et j'ai pensé que nous devions être libres, indépendants, prendre la responsabilité de nos pays et conduire les pays en développement en utilisant les apports de la science et de la technique moderne.
Écoutez, d'abord, toute ma vie a été une vie de service. J'avais retenu d'abord de mon éducation africaine et du scoutisme également, que celui qui a eu le privilège, la chance d'étudier, devait servir son peuple. Et j'ai été, d'abord, mon parcours à l'UNESCO ne date pas de 1974, mais date de 1966, où j'ai été élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO. En ce moment-là, le conseil exécutif de l'UNESCO n'était pas composé d'États, mais de personnalités élues, des intellectuels élus en fonction de leurs compétences. J'ai été élu sous-directeur général de l'UNESCO et j'ai, comme membre du conseil exécutif, et après mes 4 ans de membre du conseil exécutif, le directeur général de l'époque, M. René Maheu, m'a sollicité pour être sous-directeur général chargé de l'éducation. Il y avait déjà une crise à l'éducation, provoquée d'ailleurs par des Américains. Et je suis rentré donc à l'UNESCO, j'ai fait 4 ans comme sous-directeur général chargé de l'éducation. C'était une période exaltante parce que j'étais au service non plus de mon pays, de l'Afrique, mais j'étais au service de l'ensemble de la communauté internationale. Et l'UNESCO est une organisation de coopération intellectuelle dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication. Je rentre donc comme directeur général, je suis donc élu directeur général. Ma candidature avait été proposée d'ailleurs par l'Organisation de l'Unité africaine. En effet, quand j'ai été sous-directeur général chargé de l'éducation, le directeur général de l'époque m'a envoyé auprès de l'OIA pour étudier des programmes d'aide au mouvement de libération. J'ai fait un rapport et l'UNESCO a commencé la première institution du système des Nations Unies à aider les mouvements de libération africains. Vous savez, toute l'Afrique n'était pas décolonisée. En 1960, à partir des années 57, ça a commencé avec le Ghana. Seule l'Éthiopie l'Éthiopie et le Libéria n'avaient pas été colonisés, mais l'Éthiopie a été conquise en 1936 par les Italiens, mais le gouvernement éthiopien en exil existait. Donc, tous les autres pays étaient colonisés. En 1957, donc, j'ai représenté le Sénégal, mais en tant que politique, non pas en tant que fonctionnaire, à l'indépendance du Ghana. J'ai rencontré Nkrumah, et c'est là où on a décidé que le Ghana allait convoquer une conférence africaine pour poser le problème de l'indépendance des pays africains. J'ai fait une interview d'ailleurs qu'on peut trouver à l'agence, à l'AFP, l'agence française de presse, dans laquelle je disais que l'indépendance des pays africains ne pouvait plus être éludée à la suite de l'indépendance du Ghana. J'étais là quand Nkrumah a descendu, quand on a descendu le drapeau anglais et monté le drapeau ghanéen. Donc, j'ai été combattu avec tous mes autres camarades pour l'indépendance. Nous avons dit que nous ne pouvions pas obtenir l'indépendance si nous étions divisés au Sénégal. Senghor avait accepté de faire appel aux partis politiques sénégalais et nous avons réussi à l'unification des partis sénégalais au moment de l'indépendance. Mais ministre de l'Éducation, en 1957, en 1958, De Gaulle vient au pouvoir en France, propose une constitution aux pays africains de former une communauté avec la France. Nous avons estimé, nous, les gens, mes camarades et moi, que nous ne pouvions pas accepter une communauté dont nous n'avions pas participé à l'élaboration de la Constitution.
et nous avons voté non pour être indépendant comme Sékou Touré l'avait fait en Guinée. Et c'est ainsi que j'ai démissionné de mon poste de ministre de l'Éducation et milité dans un parti nouveau que nous avons créé, le PRA Sénégal, parti du regroupement africain, qui donc continuait en juillet 50, ce que nous avions fait à Cotonou en juillet 1958 plutôt, en créant un parti du regroupement africain, ce qui voulait dire qu'on voulait que tous les pays africains aillent à l'indépendance ensemble, et nous voulions être indépendants dans le cadre de l'Afrique occidentale et non pas dans le cadre du seul Sénégal. Néanmoins, nous avons combattu, donc De Gaulle, les autres pays ont voté non, oui, le Sénégal a voté oui pour entrer dans la communauté, mais 2 ans après, le Sénégal obtenait son indépendance et nous avons continué à militer malgré tout parce que nous voulions le contenu de l'indépendance ne nous plaisait pas. Là, les accords qui avaient été faits pour obtenir l'indépendance, nous ne les considérions pas comme pouvant conduire le Sénégal à sa pleine liberté et à un développement vraiment du Sénégal décidé par les populations et mené par les populations. Bref, en 1966, grâce à l'entremise du chef d'état-major de l'armée qui était Jean-Pierre Diallo, nous avons discuté avec Senghor, nous sommes réconciliés si vous voulez, et je suis redevenu ministre de l'Éducation. En 68, je passe de l'éducation à la culture, à la jeunesse, au sport, mais essayant d'œuvrer toujours pour l'éducation. Je voulais supprimer l'analphabétisme au Sénégal et même faire l'enseignement en partie dans les langues africaines. J'ai essayé de continuer cette œuvre à l'UNESCO en travaillant pour la suppression de l'analphabétisme dans tous les pays du monde et en essayant également de réformer l'éducation dans nos différents pays parce que je m'étais rendu compte que toutes les connaissances acquises ne l'étaient plus que pour un temps. Le savoir se renouvelait en permanence. Donc, je travaillais beaucoup pour la suppression de l'analphabétisme, l'éducation permanente. Aussi, la réforme de nos universités, le progrès en somme de l'éducation, non pas seulement au Sénégal ni en Afrique, mais dans le monde entier. Et c'est ainsi que, en 1974, dans le mandat du directeur général qui m'avait recruté à l'UNESCO s'est achevé, l'OIA a envoyé son secrétaire général adjoint, qui était un Algérien, pour m'informer que l'Afrique avait décidé de présenter un candidat à un poste de responsabilité dans le système des Nations Unies et m'avait choisi et me demandait si j'acceptais que ma candidature soit présentée par l'Afrique. J'ai d'abord dit que je n'accepterai pas de concurrencer celui qui m'avait recruté à l'UNESCO et j'ai consulté mon prédécesseur. Il m'a dit que lui-même, il était malade, il considérait qu'il devait quitter l'UNESCO. Et c'est ainsi que j'ai accepté que l'OIA présente ma candidature. Évidemment, cela a évolué autant. J'ai été élu à presque l'unanimité parce qu'il n'y avait qu'une seule abstention à mon élection. J'ai été élu pour 6 ans. J'ai été réélu pour 7 ans parce qu'on a changé la programmation de l'UNESCO, les années de programmation, pour harmoniser la programmation dans l'ensemble du système des Nations Unies.
Et l'UNESCO avait le choix de m'élire pour 5 ans, pour 7 ans. J'ai été élu pour 7 ans à l'unanimité. Et j'ai dirigé l'UNESCO pendant 13 ans. Pendant cette période, évidemment, on a entendu beaucoup parler de l'UNESCO. L'UNESCO a une constitution extraordinaire. Elle a été fondée d'abord en 1945 à Londres et son acte constitutif commence par les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. C'est une organisation vouée donc à la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture. Et j'ai servi cette éducation pour la paix, pour la coopération internationale. Et j'ai dit, quand j'ai été élu à l'UNESCO, que j'avais été président à l'UNESCO du groupe africain. J'ai été président également du groupe non-africain. J'ai dit que je faisais mes adieux au groupe qui m'avait élu et à l'OIA même qui m'avait élu à l'UNESCO. Je continuais d'être non seulement le citoyen de ces pays, mais le citoyen de tous les pays du monde, et je me considérais comme tel. Et j'ai agi en fonction des intérêts de l'ensemble de la communauté internationale pour la paix. À l'UNESCO, j'ai quand même travaillé sur... J'ai émis des idées, beaucoup, sur la participation d'abord au nouvel ordre économique international. J'ai fait même des livres là-dessus. J'ai également parlé du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Je trouve que l'information et la communication sont extrêmement importantes. Et même jusqu'ici, j'ai également essayé de lutter contre les inégalités dans le monde pour le développement des différents pays. Et pour ce développement, j'ai considéré pour ma part qu'on ne pouvait pas se développer si on n'a pas la maîtrise de la science et de la technologie. Et j'ai organisé des conférences dans toutes les régions du monde, même en Europe aussi, pour l'utilisation de la science et de la technologie en vue du développement. J'ai lutté également pour un développement durable, engageant les populations, l'éducation des paysans aussi, qui représentaient une part importante des populations du continent africain. Ensuite, après l'UNESCO maintenant, j'ai enseigné. Le Maroc m'a sollicité. J'ai enseigné au Maroc pendant plus de 10 ans à l'université. Il faut dire qu'au Sénégal aussi, j'avais enseigné à l'école normale supérieure. Avant d'entrer à l'UNESCO, j'avais remplacé un expert français et enseigné à l'école normale supérieure l'histoire et la géographie d'Afrique et la pédagogie de l'histoire et de la géographie. Je suis pédagogue par profession, mais je le suis également par, euh, par ma nature, par ma volonté d'apprendre aux autres ce que je sais. Je considère que le savoir est extrêmement important et qu'il faut l'acquérir. Alors, au Sénégal, j'ai enseigné au Maroc, mais je vis au Sénégal. Au Sénégal, j'ai été sollicité pour diriger les assises nationales. Quand les partis politiques et la société civile sont venus me consulter, je leur avais dit que vu mon âge, je pensais qu'il fallait prendre un autre, mais ils ont insisté. J'ai consulté ma famille parce que je dois vous dire que je n'ai jamais rien fait sans être d'accord avec mon épouse qui est d'Haïti, qui n'est pas du Sénégal, que j'ai rencontré à la Sorbonne. Nous étions étudiants. C'est dans un amphithéâtre de la Sorbonne que je l'ai rencontré pour la première fois. C'était un cours sur les civilisations carolingiennes du professeur Marou. Et nous étions les deux seuls noirs dans l'amphithéâtre. Et après le cours, nous sommes allés l'un vers l'autre. Et je vis avec elle depuis 71 ans, le bonheur parfait, complet. Quand elle est venue au Sénégal, elle a été adoptée par mon père, qui a réuni toute ma famille
qui a dit à ma famille, j'ai encore une autre fille et je veux que cette fille-là, vous la traitez comme toutes mes autres filles. Et je dois dire que ma femme a vécu au Sénégal en sénégalaise, en africaine. Et j'ai eu 3 enfants avec elle, un garçon et 2 filles. 2 filles qui sont... Mes enfants ont fait des études. Mes 2 filles sont docteurs. L'une, la plus âgée est docteur en médecine. Elle a une clinique à Dakar. Elle a ouvert une clinique à Dakar. Elle soigne les gens. L'autre est docteur en archéologie. Elle est conseiller culturel à l'ambassade du Sénégal à Paris. J'ai vu donc en harmonie parfaite. Alors, quand je suis rentré au Sénégal, je ne me suis jamais mêlé de politique, mais en effet, qu'après avoir servi à l'UNESCO, je n'avais plus à m'occuper. Je donnais des conseils aux jeunes, mais je ne mêlais pas de la vie politique sénégalaise. Je ne m'ai jamais mêlé de la politique sénégalaise après mon entrée à l'UNESCO. Je regrette maintenant que l'Afrique ne soit pas unie. C'est mon expérience personnelle. C'est mon expérience également à l'UNESCO. Unis, les Africains peuvent aller très loin. Divisés, ils sont affaiblis. Or, on est affaiblis parce qu'on est divisé dans les différents pays. On se bat entre nous au lieu de nous réunir ensemble, de travailler en commun pour le progrès de nos pays et pour contribuer également à la paix du monde. Je considère, j'avais dit, quand j'ai été élu directeur général de l'UNESCO, j'avais dit que je puiserais mes raisons d'agir dans la sagesse africaine et dans la volonté des Africains. J'ai instauré le consensus dans la prise de décision, de telle sorte qu'à l'UNESCO, pendant tout mon parcours, pendant toute la période que j'ai passée à l'UNESCO, toutes les décisions relatives au programme de l'organisation ont été adoptées par consensus. Quand il y avait un problème qui divisait, on le renvoyait en comité qui l'étudiait, qui discutait jusqu'à trouver un consensus entre tous les États représentés au sein du comité, même pendant la période de la guerre froide. Nous avons obtenu cela. Alors je considère donc que notre rôle en tant qu'Africains, c'est de contribuer à la paix du monde et au progrès de tous les peuples. Et à notre propre progrès, à notre propre paix nous-mêmes, entre nous, à notre progrès. Malheureusement, les divisions sont très grandes et je dois vous dire que j'exhorte la jeunesse africaine à surmonter, surtout la jeunesse africaine qui est dans le pays et la jeunesse africaine qui est à l'extérieur. J'exhorte la jeunesse à ne pas déserter l'Afrique, à demeurer en Afrique, à essayer d'œuvrer pour la paix en Afrique, même dans chacun des États, et pour le progrès. Mais pour œuvrer pour le progrès, il faut accepter maintenant de consentir des sacrifices. La jeunesse ne doit pas désespérer. Elle ne doit pas également croire que quelque chose lui est fermé. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, mon maître français nous disait, vous êtes des nègres, vous resterez toujours des nègres. À blanchir la tête d'un nègre, on perd sa lessive. Et j'ai voulu, en tout cas par mon parcours personnel, avec mes camarades qui étaient à l'école avec moi à Louga, nous avons voulu lui prouver que ce qu'il disait n'était pas vrai. On nous mesurait l'angle facial pour nous dire qu'à 15 ans, notre intelligence s'arrêtait. Et que donc l'intelligence des Blancs se développait pendant que la nôtre s'arrêtait. Nous nous disions notre intelligence est comme tout le monde, nous sommes créés. Dites-vous que nous sommes créés par Dieu comme tous les autres êtres humains. Nous sommes capables de tout si nous consentons l'effort nécessaire. On ne peut pas accéder maintenant à quelque chose de supérieur si on n'a pas le savoir nécessaire. Et le savoir, on l'acquiert en apprenant. J'ai écrit
j'ai dit, j'ai fait un discours à l'UNESCO un jour pour dire que j'ai éprouvé la faim de lire. On éprouve la faim de manger, mais on éprouve la faim de lire quand on n'a pas de quoi lire et quand on se contente de lire. Et je lisais beaucoup. Mon père avait la chance aussi d'être presque le dépositaire de tous les écrits politiques au Sénégal. On lui a envoyé ça. Il n'y avait pas de librairie à Louga. Et c'est lui qui était chargé de diffuser ça auprès des populations qui voulaient bien accéder à ce que disaient les hommes politiques. Je lisais donc très jeune les écrits des hommes politiques. Je les ai connus tous d'ailleurs. J'ai connu les hommes politiques de mon époque. Blaise Diagne comme Galandou Diouf, qui étaient les députés, les seuls députés noirs de toute l'Afrique noire française. Et j'ai éprouvé le besoin de lire, de lire, de lire. Lisez, apprenez, rien ne vous est interdit. Vous pouvez accéder aux fonctions les plus élevées si vous acceptez de consentir les sacrifices nécessaires. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse. Ne désespérez pas de l'Afrique. Et je souhaiterais de tout cœur que les hommes politiques de nos différents pays s'entendent avec les populations, ne mettent pas en avant seulement les ambitions personnelles, mais mettre en avant les intérêts de leur peuple, agir en fonction de ces intérêts, les écouter. Et voilà mon message, en tout cas ce que je voudrais vers la fin de ma vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre, mais je souhaiterais de tout cœur que l'unité soit réalisée dans chaque pays, que l'unité soit réalisée dans toute l'Afrique et que les Africains travaillent ensemble pour l'intérêt des peuples africains et pour l'intérêt des peuples du monde. Voilà. Chico TV Sénégal, une télé pour tous.